et crimes de guerre contre les médecins. Comme moyen d'atténuer certaines des horreurs du combat, la Convention sociale et le droit international rendent certaines personnes sur le champ de bataille intouchables comme cibles délibérées. Très souvent, cependant, dans le feu de la bataille, ces conventions sont ignorées et ceux qui devraient être intouchables sont intentionnellement visés. Les règles et coutumes de la guerre remontent à des siècles. Au XVIIIe siècle, la majorité de la classe des officiers dans une armée était constituée de l'aristocratie, des hommes de richesse et de privilèges. Ces individus tentaient souvent de mener la guerre de manière courtoise. L'une de ces pratiques concernait le traitement des officiers ennemis au combat. Le tir délibéré sur les officiers était considéré comme barbare et à éviter. Pendant la Révolution américaine, bien que cela n'ait jamais été une politique officielle de cibler les officiers, l'armée continentale a créé une unité de tireurs d'élite qui utilisait des fusils à longue portée très précis, leur donnant la capacité de choisir des cibles spécifiques, contrairement à leurs homologues de l'armée régulière qui était armée de mousquets à canon lisse beaucoup moins précis. Sous le commandement du pionnier Daniel Morgan, ces fusils ont joué un rôle décisif lors de la bataille de Saratoga en 1777. Selon la légende, l'un de ces hommes, Timothy Murphy, sur ordre de Morgan, a délibérément tiré et tué le général britannique Simon Fraser. Les hommes de Morgan ont aussi ciblé d'autres officiers et artilleurs, semant la confusion dans l'avancée britannique, permettant à l'armée continentale de vaincre. Ce qui s'est exactement passé est un peu vague, mais Fraser et les autres officiers ont certainement été ciblés par des tireurs d'élite américains, donnant à l'armée continentale un avantage décisif. Bien qu'il n'y ait jamais eu de politique officielle pour cibler de telles personnes, ceux qui en avaient les moyens étaient ni plus que disposés à chercher des officiers pour une attention spéciale, peu importe combien cela peut sembler barbare. Au fil du temps, les restrictions sur les cibles ont été officialisées par des traités. L'une des restrictions les plus marquantes est l'interdiction de considérer les médecins et le personnel médical comme des cibles légitimes. Certaines nations, cependant, non seulement ont refusé de reconnaître ces directives internationales, mais ont également fait du ciblage délibéré de médecins une tactique standard à utiliser par leurs forces armées. Deux traités qui régissent la conduite des soldats sur le champ de bataille sont la Convention de La Haye et la Convention de Genève. Ce dernier est une série d'accords remontant à 1864 qui régissait la conduite des soldats sur le champ de bataille. Il a été mis à jour en 1906, 1929 et plus récemment en 1947. Bien que des ajouts aient été faits et que le libellé exact du traité ait changé au fil des ans, toute attaque délibérée contre un médecin ou du personnel médical ou toute entrave inutile à l'exécution de leurs devoirs est considérée comme un crime de guerre et peut être poursuivie en conséquence. De plus, les médecins ne doivent pas être pris en tant que prisonniers de guerre. Si l'un d'eux est capturé, il doit être renvoyé derrière les lignes alliées dès que possible et aucune distinction ne doit être faite entre le personnel médical militaire et les civils. Le personnel médical auxiliaire temporaire, comme les brancardiers et ceux qui transportent les soldats blessés ou malades, est également considéré comme non combattant lorsqu'il exerce ses fonctions et bénéficie de la même considération que les médecins désignés. Les médecins sont autorisés à porter des armes pour leur protection personnelle ou pour défendre les blessés sous leur garde sans perdre leur statut de non-combattant. Cependant, si le médecin s'engage dans un combat offensif aux côtés d'autres soldats, il perdrait son immunité et serait traité comme n'importe quel autre soldat. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la plupart des médecins ne portèrent pas d'armes, malgré quelques exceptions. Pour garantir que ces personnels soient facilement identifiables afin d'assurer leur statut de protégé, de nombreux pays les marqueraient avec des symboles spéciaux, le plus souvent une croix rouge sur un fond blanc. Ce symbole serait affiché sur les tentes, les véhicules, ainsi que sur les casques et les brassards, comme un rappel visuel rapide du statut spécial du porteur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la plupart des grandes puissances étaient signataires des conventions, y compris les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Ces nations respectaient généralement les médecins et évitaient de leur tirer dessus délibérément lorsqu'ils soignaient les blessés. Il y avait quelques exceptions à cela. Par exemple, certaines unités SS blessaient intentionnellement les soldats ennemis. Lorsque les secours médicaux arrivèrent sur les lieux pour soigner le blessé, le soldat SS tirait sur le médecin dans l'espoir de le tuer. Il y a également des incidents où des soldats alliés tiraient sur le personnel médical allemand en violation claire et délibérée des conventions de La Haye et de Genève. Bien qu'il y ait de nombreux exemples de cela des deux côtés,
Pour la plupart, le statut de non-combattant des médecins était respecté sur le front occidental. Les médecins soignaient fréquemment les soldats des deux camps. Par exemple, le 6 juin 1944, 2 médecins américains ont transformé une église française en poste de secours. Les soldats blessés des deux côtés recevaient le même traitement. La seule restriction était que tous les patients devaient laisser leurs armes à l'extérieur. Les vies de soldats américains et allemands ont été sauvées grâce à leur intervention. Sur le front de l'Est, la situation était totalement différente. L'Union soviétique n'a pas signé la Convention de Genève et les conventions de La Haye ont été signées par la Russie en 1899 et 1907. L'Union soviétique n'ayant jamais confirmé son statut de signataire, cela fournit la justification pour les mauvais traitements nazis envers les prisonniers et le personnel médical. Au combat, les médecins seraient traités comme n'importe quel autre soldat et seraient éliminés sans hésitation. Un médecin soviétique capturé était envoyé dans un camp de prisonniers de guerre comme tout autre soldat. Les conditions dans ces camps étaient horribles, avec le régime nazi qui sous-alimentait délibérément les prisonniers de guerre soviétiques. Les principaux objectifs de l'effort de guerre allemand sur le théâtre oriental de la guerre étaient le Lebensraum, ou espace vital, pour les Allemands de souche. En conséquence, traiter les soviétiques, qu'ils soient médecins, prisonniers ou toute autre classe protégée avec un mépris total, allait à l'encontre de l'idéologie nazie. En retour, les soldats soviétiques ne respectaient pas non plus les médecins ou le personnel médical allemand. La guerre sur le front de l'Est était d'une brutalité inouïe, les deux côtés commettant des atrocités contre l'autre sans aucun égard pour le droit international. Dans le Pacifique, durant la guerre, une autre armée ferait de l'élimination des médecins une priorité. Alors que les États-Unis et les autres puissances alliées menaient leur campagne de saut d'île en île, il est rapidement devenu évident que le statut de non-combattant accordé à ceux dans les domaines médicaux n'était pas applicable. Bien que l'Empire du Japon ait signé la Convention de La Haye en 1907 et qu'il ait également signé la Convention de Genève de 1929, mais qu'il ne l'ait pas ratifiée, la direction japonaise pensait que le respect du traité encouragerait les Américains à bombarder les villes japonaises, car tout aviateur capturé serait traité comme un prisonnier de guerre légitime plutôt que comme un criminel de guerre, ce que les Japonais considéraient qu'ils étaient. En conséquence, les dispositions des conventions ont été ignorées. Pendant une campagne, de nombreux médecins se sont retrouvés être l'objet d'une attention particulière de la part de leurs ennemis japonais. La croix rouge sur fond blanc qui était portée sur les casques et les brassards, des symboles qui dans d'autres théâtres offraient un certain degré de protection, n'a fait guère plus que de singulariser le porteur comme l'objet d'une attention particulière. Les médecins et les infirmiers enlèveraient ces insignes et porteraient les mêmes uniformes que leurs camarades, car toute caractéristique qui les distinguait en tant que personnel médical ne ferait que mettre leur vie en danger inutilement. De plus, les médecins et les infirmiers dans le théâtre du Pacifique portaient régulièrement des armes et combattaient aux côtés de leurs camarades. Bien que cela constituait une violation directe de la Convention de Genève, il y avait peu d'intérêt à suivre ces règles, car l'ennemi ne respectait de toute façon pas la Convention. Le médecin militaire et récipiendaire de la médaille d'honneur Desmond Doss a noté l'obsession japonaise pour l'attaque du personnel médical. Dans une interview après la guerre, il a déclaré « Pour eux, les hommes les plus détestés de notre armée étaient les médecins. Ils laisseraient passer n'importe qui pour nous éliminer. On leur avait appris à tuer les médecins parce que cela sapait le moral des hommes. Sans médecins, ils n'avaient personne pour les soigner. Tous les médecins étaient armés, sauf moi. » Fin de citation. Comme le dit Doss, la principale raison de cibler les médecins était de nuire au moral des Américains. Si un soldat est blessé, ce devrait être les actions d'un médecin qui feraient la différence entre la vie et la mort. Si le médecin est tué ou incapacité, il n'y aurait aucune aide immédiate pour tout autre soldat blessé. Depuis des siècles, la désignation des cibles légitimes et illégitimes a été appliquée à la fois comme une convention sociale et des traités informels. Cependant, de nombreux individus ont passé outre ces restrictions pour obtenir un avantage au combat.